Merci à toutes et à tous d'être toujours avec nous. Voilà, malgré ce beau temps, on vous demande de vous enfermer à l'intérieur. Je sens que beaucoup ont envie de discuter. Il y a peut-être des gens qui ne se sont pas vus depuis longtemps. Rassurez-vous, vous aurez le temps de discuter durant la pause déjeuner. Par respect pour les intervenants, je vais vous demander de pas trop parler pendant ce témoignage. Ah, c'est parfait. Il y a un beau silence qui se fait. Je vais parler moins fort même. Donc je suis avec Gaëlle Maten qui va témoigner autour du thème thèse et entrepreneuriat, c'est possible. Donc Gaëlle Maten est CEO de la start-up Vibiscus. C'est ça, oui. Voilà, vous étiez à la table ronde précédemment, oui. Donc les gens vous ont déjà vu. Vous avez fait donc une thèse entre 2012 et 2016. C'est ça, oui. C'est ça, ouais. En mécanique et acoustique. Voilà. Donc racontez-nous un peu comment vous en êtes arrivé à monter une start-up après votre thèse. Oui, donc j'ai fait une thèse à Besançon, à l'Institut Femto-ST, dans le domaine de la mécanique. Alors la mécanique, c'est pas que des voitures. Hein. Souvent on me demande, voilà, t'es docteur en mécanique, donc j'ai un problème avec ma voiture, est-ce que tu peux m'aider? Non, c'est l'étude physique des solides. Voilà. Des solides qu'on appelle solides, mais qui se déforment en vrai. Et donc moi, mon domaine d'étude, c'était les vibrations, c'est-à-dire comment se déforme. Ça peut être un pont, ça peut être un train, une aile d'avion. Et en particulier l'acoustique, c'est-à-dire les choses qui font du bruit, comment on travaille sur ça, et en l'occurrence, comment on développe des systèmes pour absorber le bruit. Il y a beaucoup de bruit, excusez-moi, je vais vous demander de parler un tout petit peu moins fort dans le fond, merci. Et donc le bruit, alors on en a parlé, j'en ai parlé très brièvement tout à l'heure, et puis on a un exemple là. Donc le bruit, en fait, c'est quelque chose qui est assez insidieux parce que c'est un peu comme la soif, quoi. On s'en rend pas compte, on se rend pas compte qu'on est déshydraté, sauf quand on sent la soif, et là c'est trop tard. Et ben le bruit, c'est un peu pareil, on se rend pas compte qu'on est soumis à du bruit, et ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur l'état de fatigue général. Je pense qu'on a tous fait l'expérience quand on est resté dans un milieu bruyant toute la journée. Quand le calme arrive, on se dit et on se sent quand même fatigué. Donc ça a des conséquences en termes d'espérance de vie en bonne santé, ça a des conséquences parce qu'on dort moins bien la nuit, ça a des conséquences pour les enfants parce que les enfants qui sont dans des environnements bruyants apprennent moins bien à l'école, donc ont des moins bons résultats scolaires, donc ça peut vraiment aller très très loin. Et donc il y a tout un champ d'études autour de ça, et moi à ma modeste échelle, l'idée c'était d'apporter des solutions pour que chacun d'entre nous, dans notre quotidien, on puisse être un peu protégé de ça. Donc c'est ces matériaux qui vibrent, ces ailes d'avion, ou c'est ça. Qu'elles fassent moins de bruit. Qu'elles fassent moins de bruit. Okay. Donc on passe comme une grande partie de notre temps au travail, dans un bureau en général, sauf si vous travaillez en plein air, mais c'est quand même moins répandu. Et quand on est dans un bureau, même s'il n'y a que 2-3 personnes, il y a le bruit de la ventilation, il y a le bruit de la VMC, il y a le bruit de ses collègues, il y a le bruit divers et variés des machines, de la circulation. Et donc il y a un environnement qui est pollué. C'est une vraie pollution, le bruit. Et donc l'idée de Vibiscus, et je reviendrai après sur le départ depuis la recherche, mais c'est de développer des matériaux qui sont assez fins et qui absorbent efficacement tous les bruits. Ça veut dire qu'on sait faire des bouches de ventilation, par exemple, qui vous apportent de l'air frais, mais en silence. Donc c'est quand même pas mal, parce que je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont une VMC pénible dans leur appartement. Moi, c'est mon cas. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est quand même très pénible. Donc la promesse de Vibiscus, c'est ça, c'est vraiment de permettre d'absorber le bruit, mais avec de l'air qui circule. Donc à l'origine, c'était une technologie. Moi, j'ai fait ma thèse sur des concepts qui peuvent paraître assez abstraits, sur des systèmes électromécaniques distribués avec des histoires de conception robustes, enfin des choses très académiques. Et en fait, les technologies qui en ont découlé ont mené à ces fameux matériaux qui absorbent le bruit. Et là, il y a eu un chemin où j'ai eu la chance de pouvoir continuer à travailler sur mon sujet de thèse. Parce qu'en fait, une thèse, pour ceux qui ne le savent pas, c'est 3 ans. C'est pas des cours comme quand on passe un master ou autre. En fait, on est comme des médecins qui sont dans un hôpital sur le terrain. En fait, on est chercheur sur le terrain et on fait la recherche.
Et en fait, au bout de 3 ans de thèse, on a fait des choses plus ou moins bien, mais on sait ce qu'on aurait dû faire. C'est-à-dire que c'est un peu frustrant parce qu'on arrive avec l'expertise et on n'a plus de temps pour refaire les choses correctement. Et moi, j'ai eu ce luxe-là de pouvoir avoir le temps et avoir les moyens de refaire les choses qui marchent. Voilà. Donc vous avez fait ça, c'est des post-docs. Un post-doc. Voilà. Donc des post-docs, en fait, c'est des contrats, c'est des CDD qu'on a, dont l'objet est le sujet d'étude qu'on avait, avec pour objectif de le faire avancer un peu plus. Mais vous aviez déjà en tête une création d'entreprise plus tard, enfin des applications en tout cas? Alors, au départ, depuis ce que j'ai dit tout à l'heure, j'avais une envie latente de un jour créer une start-up. À ce moment-là, ce n'était pas du tout l'objectif. C'est-à-dire que moi, l'idée, c'était de rester dans l'académique et de développer de la technologie, ce que j'adorais faire. Et j'ai eu l'occasion de le faire pendant presque 10 ans, où à chaque fois, on fait des choses un peu plus compliquées, un peu plus grosses, un peu plus perfectionnées. Mais il y a un moment, on bute sur une limite qui est qu'on ne peut plus faire tout seul. Parce que pour faire mieux, pour faire plus grand, il faut faire avec des gens. Et là, la meilleure façon de continuer ça, c'est de le faire en équipe. Et la façon la plus libre de faire ça, c'est d'être soi-même le chef de l'équipe. Voilà. Et pour moi, ça a été un moment charnière où je m'étais fait suffisamment plaisir sur la technologie tout seul. Je m'étais amusé, j'avais appris plein de choses. Mais pour faire plus, pour distribuer la technologie, que ça devienne un produit un jour, là, il y a besoin de s'entourer, il y a besoin de créer quelque chose de plus gros. Et c'est là que la création d'une start-up a commencé pas à s'imposer, mais à devenir une option possible que j'ai pris. Ça n'a pas été un virage brutal, c'est-à-dire qu'on a des projets qui s'appellent de pré-maturation. Donc on a un peu de temps pour voir ça, s'interroger, tester le marché, tester le prototype, avoir des résultats un peu plus avancés. Et c'est poser la question de qui est le mieux placé pour porter ce projet-là et puis pour trouver les ressources pour le développer. Et c'est là que il se trouve que c'était moi le mieux placé, qu'en plus j'avais une envie derrière de faire ça un jour, et donc la conjonction des deux a fait que je suis parti sur ce chemin-là. Et voilà, j'avais le choix. J'étais pas fonctionnaire de la recherche, c'est-à-dire que j'étais contractuel. J'avais un CDD. À la fin du CDD, j'avais plus d'emploi, quoi. Donc moi, la question c'était pas est-ce que je reste confortablement au labo et puis je reviendrai plus tard. Mon contrat est fini. Je fais quelque chose et puis si ça marche pas, j'ai rien. Donc ça motive un peu quand même. Oui. Et vous aviez peut-être moins à perdre que des. J'avais rien à perdre parce que quand on est en postdoc, en fait, on finit son contrat sans prime de fin de contrat, avec un salaire pas très élevé, on n'a pas d'économie, on n'a plus d'emploi. Donc question risque, finalement, être en postdoc, c'est presque plus risqué que d'être entrepreneur. Parce que quand on est entrepreneur, on voit plus loin. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un chemin, qu'on sait que peut-être à 5 ou 10 ans, ça a l'air de le faire, on arrive à aligner les choses. Et donc d'un point de vue ressenti, j'ai trouvé ça moins précaire et moins risqué que de rester en laboratoire où finalement des fois on a des contrats de 4 mois, après 5 mois, après 2 ans, après... Ça, c'est quand même assez agressif pour le moral. Et vous avez pu développer votre projet, votre idée? Et j'ai pu faire de ce qu'était une technologie, une entreprise. Donc, une entreprise, c'est un truc où il y a une trésorerie, il y a une caisse. Donc si le contenu de la caisse est inférieur ou égal à 0, c'est fini, c'est la faillite. Voilà. Donc une entreprise, c'est quelque chose dont la trésorerie est supérieure à 0. Et comme il faut bien la remplir, c'est là que la technologie est le support de ce qui va être un produit qu'on va pouvoir commercialiser. Et pour faire tout ça, il faut des gens. Et c'est là où il y a une étape de construction un peu par paliers successives, où au début, on trouve une personne qui est prête à nous suivre et on a un peu d'argent, puis après on en trouve 2, 3, on trouve de plus en plus de moyens. Et en fait, plus ça va, plus ça fonctionne, plus on crée de la confiance. Et en fait, c'est une histoire de capital confiance. C'est-à-dire que vous donnez confiance aux gens de venir travailler pour vous, avec vous, pour la société. Il faut donner confiance aux financeurs de vous donner les moyens de faire avancer. Il faut convaincre les banquiers qu'on va rembourser l'argent qu'ils nous ont prêté. Ça, c'est plus généralement, c'est quand même un enjeu important. Et il faut convaincre des clients que vous allez répondre à leurs problèmes. Voilà. Et aujourd'hui, à Vibiscus, vous êtes combien ? On est 6 dans l'équipe au total, donc il y a 2 salariés et on est 4 cofondateurs. Donc moi je suis le cofondateur principal, donc je suis majoritaire au capital. Et on est en train de recruter une 7e personne pour la rentrée de septembre. Voilà. Donc avis aux candidatures, on recrute. Très bien. Et donc un autre élément, c'est que vous avez été lauréat du concours iPhD. Alors peut-être que j'ai pas entendu, vous en avez peut-être parlé sur la table ronde tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vous a apporté ?
Le concours IPHD, c'est un peu le premier examen ou la première marche, on va dire. L'idée, c'est de présenter un projet d'entreprise. Voilà, je vais vendre quelque chose, à qui je le vends, comment. C'est aussi, on a développé des choses nouvelles, comment on les protège juridiquement. C'est là que la propriété intellectuelle est un sujet important. D'ailleurs, quand on passe du labo à la start-up, en fait, on a déposé des brevets qui ne nous appartiennent pas. On est co-inventeurs, mais ils appartiennent aux établissements publics. Donc il y a un premier rite de passage qui est la négociation d'utilisation de ces brevets. Et je pense que tous les entrepreneurs ici ont vécu ça. C'est pas simple. On apprend à négocier, on apprend à... mais on va dire, IPHJ, c'était vraiment l'occasion de faire une proto-société, une première version. Et le fait d'avoir été lauréat, pour moi, ça a changé beaucoup de choses parce que, merci BPI, il y a des moyens qui sont mis derrière en termes d'exposition médiatique, de réseau, de formation. Donc moi, j'ai eu l'occasion de participer au programme Challenge Plus d'HEC. Et alors là, ça m'a permis de muscler tous les autres. Quand on est chercheur, on a un bras musclé qui est celui de la recherche et tous les autres muscles qui sont un peu atrophiés. Donc là, c'était l'occasion de muscler le reste pour être un bodybuilder du business, quoi. De la deep tech. Donc ça a été un vrai accélérateur. Et après, il y a d'autres marches, iLab notamment, là, sur lequel on postule. Et il y a d'autres concours après chez BPI. Mais ça a été vraiment un événement accélérateur prodigieux. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Gaël Maten, pour ce témoignage.